Bonsoir à tous. Serons-nous tous vaccinés cet été et du même coup sortis d'affaires plus d'un an après le début de ce long cauchemar et de cette crise qui bouleverse nos vies? C'est la promesse du président de la République. Alors ce soir, complément d'enquête interroge notre stratégie vaccinale, notre méthode, notre recherche aussi. Vaccin, la France dans la seringue, c'est le titre de cette émission. Des dizaines de chercheurs mobilisés, des mois de travail, un partenariat avec le géant américain Merck, tout cela en vain. Ça paraît curieux parce que effectivement le monde entier a réussi à faire des vaccins, sauf l'Institut Pasteur. C'est quand même assez désastreux. Ah ouais, là c'est nos amis, quand même. Ouais, c'est, et un an complet là-dessus. Et on a bossé non-stop, donc on a fait, voilà. Et on voudrait que ça aboutisse à quelque chose. Pour réaliser cette émission, on a choisi de poser nos fauteuils rouges dans l'Oise, au nord de Paris, à Crépy-en-Valois. C'est là qu'avait été recensée la première victime du Covid. Là aussi qu'on a souffert du premier confinement, un confinement local qui avait débuté 15 jours avant celui du mois de mars. Ce soir, on vous propose 3 enquêtes concernant notre stratégie vaccinale. La France est accusée d'être à la traîne alors qu'Emmanuel Macron a promis que nous serions tous vaccinés d'ici la fin de l'été. La Grande-Bretagne a fait la même promesse, mais là-bas, on vaccine 5 fois plus qu'en France. Une autre enquête portera sur le cabinet McKinsey, un cabinet de conseil à l'origine de certains de nos choix sanitaires. Pourquoi faire appel à un cabinet américain? Est-ce un aveu de faiblesse ou une volonté d'efficacité? Réponse tout à l'heure. Mais on va commencer cette émission par la chute du champion Sanofi. Le constat est terrible. Parmi les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU que comptent la Chine, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni, la France est le seul pays à ne pas avoir trouvé son vaccin. Pourquoi le champion français du médicament, Sanofi, est-il à la traîne dans cette course au sérum? C'est une enquête de Lorraine Gublin, Vincent Pifteau, Élodie Delevoye et Baptiste Rimbert. C'était l'un des vaccins les plus attendus des Français. Celui de l'Institut Pasteur. Un an de travail dans le laboratoire de Frédéric Tangy et à l'arrivée un échec. Sujet douloureux. Le chercheur a accepté de nous en parler après concertation avec sa direction. Ça y est? Oui, ça y est, bon, c'est un peu... Briefé? Oui, on peut dire ça. Des dizaines de chercheurs mobilisés, des mois de travail, un partenariat avec le géant américain Merck, tout cela en vain. Ça paraît curieux parce que effectivement le monde entier a réussi à faire des vaccins, sauf l'Institut Pasteur. C'est quand même assez désastreux. Pourtant, à l'automne dernier, quand nous l'avions rencontré, Frédéric Tangy avait le sourire confiant sous son masque. Son vaccin reposait sur une technologie qui avait déjà fait ses preuves. L'avantage, c'est que c'est basé sur le meilleur vaccin humain existant, le vaccin contre la rougeole. 40 ans, testé, 3 milliards d'enfants l'ont reçu, il n'y a jamais eu d'accident. On est en retard, absolument. Ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose, vous savez, vous connaissez la fable de La Fontaine. Donc on peut être en retard et arriver les premiers quand même. Seulement en janvier dernier, après les premiers résultats cliniques, le vaccin s'annonce moins efficace que ceux déjà sur le marché. L'Institut Pasteur et Merck décident d'abandonner le projet. Ah ouais, là c'est nos amis, quand même. Ouais, c'est, un an complet là-dessus. Et on a bossé non-stop, donc on a fait, voilà. Et on voudrait que ça aboutisse à quelque chose. Il n'y a rien à regretter de tout ça. On n'a pas manqué d'argent, on n'a pas manqué de forces vives dans le labo, d'idées, de tout ça. Il y a juste eu des problèmes de choix sur le candidat qui n'ont pas été les bons. D'accord. Et ça, on peut quand même nous expliquer pourquoi. Voilà, pour des raisons scientifiques trop compliquées à expliquer ici. D'accord. Si ce n'est pas une question de moyens, l'Institut Pasteur aurait-il fait de mauvais choix scientifiques? Avec cette technologie, plusieurs candidats vaccins ont été mis au point. Un seul est allé en phase clinique pour un résultat décevant.
Un choix assumé par le directeur scientifique de Pasteur. Je ne pense pas qu'il y a eu d'erreur au moment de ce choix. Voilà, ce choix, il a dû être rapide aussi parce qu'on était dans un contexte pandémique. La vitesse à laquelle Voilà. on a travaillé dans cette pandémie, est-ce qu'elle n'était pas un peu mauvaise conseillère? Elle était peut-être, je ne dirais pas qu'elle était mauvaise conseillère, il fallait répondre rapidement à un besoin de vaccin. Peut-être que si on avait eu un peu plus de temps, on aurait identifié un autre candidat qui aurait eu de meilleures performances. Mais voilà, on ne va pas refaire l'histoire. À l'arrivée, l'éminente institution française chute dans la course au vaccin. Et elle n'est pas la seule. Quelques jours avant, le fleuron pharmaceutique français Sanofi reconnaît que son vaccin ne sera pas prêt à la date prévue. Vous avez raté vraiment quelque chose. On n'a pas raté, on est en retard. Effectivement, si tout s'était très bien passé, je vous l'avais dit effectivement sur ce plateau-là, on serait arrivé probablement en juin-juillet. C'est un gros coup dur. Son vaccin il sera prêt qu'à la fin de l'année prochaine. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de savoir-faire chez vous quand on entend ce genre de C'est une course de vitesse. Des échecs industriels interprétés comme un déclassement de la France. C'est un échec aussi pour notre Pasteur pays. qui abandonne son Donc, candidat il vaccin faut aujourd'hui. absolument. C'est la responsabilité de l'État. L'État, ça fait 10 ans qu'on verse du crédit impôt recherche à une entreprise qui supprime sa recherche. Le pays de Pasteur ne sait-il plus faire de vaccins? À Bercy, dans les étages du ministère de l'économie, c'est un bureau stratégique où d'ordinaire aucun journaliste n'est autorisé à pénétrer. Ce que je vous propose, c'est peut-être de démarrer avec le débrief de l'échange que j'ai eu avec Thierry Breton hier et puis la réunion qu'on a eue au niveau du président de la République hier soir. Comme ça, autour de la ministre Agnès Pannier-Runacher, une task force, comme on dit en ces temps de crise. Des hauts fonctionnaires et d'anciens salariés de l'industrie pharmaceutique qui suivent en temps réel la production des vaccins. Sur ce tableau, les dates de livraison en France de 8 laboratoires. Et vous avez le calendrier de livraison mois par mois. Donc tous les chiffres qui sont sans les crochets, ce sont des chiffres confirmés par les laboratoires. Et les chiffres avec 9 millions de doses prévues en mars pour Pfizer, 1,5 million pour Moderna et près de 6 millions pour AstraZeneca. Mais pour le français Sanofi, les cases sont vides. Bon, Sanofi, là, on est sur du post-deuxième semestre. Là, on est sur des vaccins qui n'arrivent pas tout de suite. Pourtant, la France comptait sur son champion pour trouver un vaccin et elle l'avait fait savoir au patron de Sanofi. Emmanuel Macron avait même fait le déplacement sur le site historique du groupe. Cette crise va donner à l'Europe et à la France les moyens, parfois de rattraper son retard. Et j'en suis sûr, de prendre de l'avance. 300 millions de doses réservées par l'Europe. Sanofi et son partenaire GSK pensaient pouvoir livrer à partir de l'été 2021. Mais ça, c'était avant qu'Agnès Pannier-Runacher ne reçoive un appel de Sanofi. Je reçois un coup de fil qui me dit « Je suis vraiment désolée, j'ai pas une bonne nouvelle. Les résultats sont décevants, on a tel et tel problème. » Et comment je réagis? Déception, évidemment. Moi, ce que j'ai demandé à Sanofi, c'est 2 choses. C'est « Ok, je comprends. Vous n'avez pas les résultats que vous attendez. Mais 1, comment on accélère et on rattrape ce retard? Mais du coup, si vous avez des capacités de production disponibles, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de regarder comment on les met à disposition d'autres laboratoires? La France et l'Europe ne sont pas les seuls à attendre ce vaccin de Sanofi. Les États-Unis aussi. Et là-bas, l'homme qui a décidé de faire confiance au laboratoire français s'appelle Moncef Slaoui. Bonjour. Moncef Slaoui. Merci. Nous l'avions rencontré à l'automne dernier. Cet immunologue a été intronisé par Donald Trump à la tête d'une opération inédite.
warp speed. And we will do the best we can to do that. Warp Speed, des scientifiques et des militaires mobilisés pour accélérer le développement de 6 vaccins. Candidat au vaccin. Écoutez, quand je suis arrivé le 15 mai, il y avait 94 projets qui avaient soumis une proposition à BARDA pour potentiellement avoir de l'argent. Et on a regardé ces projets en fonction de leur valeur scientifique, la capacité d'être très rapide, la capacité de pouvoir être manufacturé à grande dose. Sanofi remplissait ces critères. Le labo français a signé un contrat de 2 milliards de dollars avec le gouvernement américain. Mais lors des essais cliniques, son vaccin s'est avéré moins efficace que prévu, notamment chez les personnes âgées. En regardant d'un peu plus près, on s'est rendu compte, enfin Sanofi s'est rendu compte, qu'à peu près plus que la moitié de la quantité de vaccin qu'on pensait injecter était en fait une protéine qui ne devrait pas être là, ce qui les a retardés d'à peu près 3-4 mois. Mais comment est-ce possible de faire cette erreur? C'est quelque chose qui était prévisible? On aurait dû voir ça? On aurait dû faire attention, vous pensez, chez Sanofi? Je ne pense pas que c'est une erreur. Je pense que c'est un des challenges du travail expérimental qu'on fait, particulièrement quand on le fait à la vitesse où ça a été fait. En fait, on est en train tous de travailler entre 5 fois et 10 fois plus vite que normalement. Et donc, il y a des étapes qui ont été plus vite que d'habitude. Maintenant, en regardant rétrospectivement, il y aurait pu y avoir des expériences qui auraient pu montrer que cette protéine contaminante était là. Elles n'ont pas été faites d'une manière qui a permis de les séparer. Je ne pense pas que c'est une erreur. Je pense en fait que j'appellerais ça plutôt un accident expérimental. Alors, que s'est-il passé précisément? Le groupe avait pourtant fait le choix d'une technologie qu'il maîtrise très bien en temps normal. Pour comprendre, il faut partir du coronavirus et de cette protéine, la protéine de spicule. C'est elle qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules. Dans son vaccin, Sanofi les utilise pour que notre système immunitaire reconnaisse le virus et le combatte. Encore faut-il que le vaccin en contienne la bonne quantité. Pour les doser, Sanofi a utilisé des outils très classiques en biologie, des réactifs, des solutions qui révèlent en couleur la quantité de protéines de spicule présentes dans le vaccin. Problème, les réactifs commandés par Sanofi n'ont pas fonctionné correctement. De l'aveu même du groupe. Ces réactifs n'étaient pas de qualité suffisante ou pas assez purs. Traduction. Bonjour Madame Kieny. Selon Marie-Paul Kieny, présidente du comité vaccin français. C'est une erreur, je dirais pas que c'est une erreur de débutant, mais je veux dire, c'est une vraie erreur technique. Ils ont fabriqué la protéine spicule et naturellement, une fois qu'on a purifié, il faut savoir combien on en met. Alors, quand on fait la cuisine, on utilise une balance, mais seulement leur balance, elle n'était pas bien étalonnée, si je peux dire. C'est comme si, en fait, vous pensez que vous pesiez des grammes et en fait, c'est des pounds ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, en réalité, le vaccin qu'ils ont préparé, qu'ils ont mis en flacon, contenait 3 fois moins de protéines spicules que ce qu'ils voulaient. Comment ils ont pu se tromper dans le dosage, en fait, techniquement? C'est parce qu'ils ont acheté un kit ELISA commercial. C'était un kit commercial et ils ne l'ont pas validé eux-mêmes. Sanofi n'a pas souhaité nous accorder d'interview face caméra, mais par mail, le groupe nous affirme avoir trouvé une solution et prévoit de livrer son vaccin d'ici la fin de l'année. Même avec du retard, ce vaccin reste très attendu selon Moncef Slaoui. Ça vaut encore le coup pour Sanofi de développer son vaccin? Est-ce qu'ils ont intérêt à continuer à aller dans cette voie? Franchement, ma réponse, je dirais, est-ce que ça vaut encore le coup pour le monde que Sanofi développe ce vaccin? La réponse est oui. Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir des vaccins qui utilisent la technologie des protéines recombinantes, qui sont des vaccins qu'on connaît, qu'on comprend très bien. Et donc, j'espère que Sanofi continuera son effort. Mais pour d'anciens chercheurs et certains cadres de l'entreprise, ce retard reste incompréhensible. Ils ont accepté de nous parler seulement par téléphone. Ça a beaucoup d'allure d'une question d'incompétence. Et beaucoup d'anciens de Sanofi est un peu libéré par ce qu'on a appris. Il y a tout qui s'est cumulé là, on va dire. C'est-à-dire qu'on devait aller vite avec des labos un peu partout. Et puis en faisant finalement peut-être pas les vérifications qu'il aurait fallu faire.
Un retard qui passe d'autant plus mal que le groupe a annoncé des suppressions de postes en France, dont près de 400 dans la recherche. Surtout en pleine pandémie, pays de Louis Pasteur, Sanofi, pas foutu de trouver un vaccin. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur là? Donc, Ces plans de départ ne concernent pas la division vaccin de Sanofi. Mais pour ces syndicalistes, ces suppressions de postes affaiblissent la capacité d'innovation du groupe en privilégiant l'externalisation de la recherche. Avant, on travaillait dans une équipe où il y avait une dizaine de personnes, on faisait des manips, on produisait des résultats. Maintenant, de plus en plus, les résultats ils sont produits par des entreprises à l'extérieur et nous, on va juste gérer les résultats, c'est-à-dire gérer la sous-traitance. Il y a toujours un moment où, de toute façon, un chercheur va avoir besoin de s'appuyer sur des domaines qu'il ne maîtrise pas. Et ces domaines, si on les enlève de Sanofi, il faudra les chercher ailleurs. Et il vaudrait mieux qu'ils soient en interne plutôt que d'aller tout le temps chercher vers l'extérieur. Sanofi annonce vouloir se renforcer dans la production et la recherche sur les vaccins. Mais le labo ne mise plus seulement sur la France. Il se tourne aussi vers les États-Unis. Depuis 30 ans, ce quartier de Boston est devenu le temple de l'innovation pharmaceutique. Les biotechs s'y multiplient. C'est ici qu'est né Moderna et son vaccin contre le Covid-19 à ARN messager. Une technologie que Sanofi essaie aussi de développer. Pas en interne, mais en partenariat avec une start-up locale, Translate Bio. C'est avec elle que le géant français a lancé un deuxième vaccin contre le Covid-19. Les essais cliniques devraient commencer ces prochains jours. Dommage, la start-up n'a pas trouvé le temps de nous accorder une interview. Des partenariats entre biotech et Big Pharma, c'est désormais la norme, selon cet économiste. Si vous voulez, le modèle, c'est les petites start-up cherchent les molécules. Lorsque la molécule, le vaccin ou le médicament est prometteur, eh bien souvent, il est racheté, ce brevet de cette petite molécule est racheté par une grosse firme, ce qu'on appelle une Big Pharma, Pfizer, Sanofi, Novartis, qui va développer le médicament, qui va faire donc les tests, dont on a aussi beaucoup parlé sur les vaccins, qui sont très coûteux, va développer le médicament et le commercialisera sous sa marque. C'est quoi l'intérêt de ce modèle? Prendre moins de risques au niveau de la recherche et développement, qui est vraiment la partie la plus risquée, de ne pas forcément avoir à maîtriser toute la complexité de la recherche, et surtout en biotech, qui est de plus en plus élevée, cette complexité, et de pouvoir prendre des positions dans différents projets, sans avoir à tous les développer. Donc c'est évidemment une économie de coût. Dans cette course aux biotechnologies, où en sont les start-up françaises? Pour elles, ça ressemble plutôt à une course d'obstacles. Contrairement à leurs concurrentes américaines ou européennes, elles peinent à lever des fonds privés pour se développer. Dans une note remise au Premier ministre, cet économiste parle même d'un retard important qu'il faut rattraper d'urgence. Le bilan n'est pas très bon pour la France parce que malgré les progrès qui ont été faits dans le domaine des fonds d'amorçage des startups, le montant moyen qu'une biotech en France parvient à lever, c'est 9 millions d'euros contre 12-16 millions d'euros pour la Grande-Bretagne et l'Allemagne, par exemple. Et alors les États-Unis sont à des chiffres qui n'ont plus rien à voir avec ça. Alors existe-t-il encore un autre espoir de vaccins 100% tricolores? Peut-être. Mais ce ne sont pas les Français qui seront les premiers à en bénéficier. À Nantes, cette PME s'est lancée dans la course au printemps dernier. Si son vaccin s'avère efficace, les premières doses sont prévues pour la fin de l'année. Donc on aura les résultats des quantifications, je pense, dans la journée ou plus tard demain matin. Good, super. Une PME dans laquelle l'État a investi depuis longtemps via la Banque publique d'investissement. Mais pour finaliser son vaccin, Valneva avait besoin de plus d'argent. Et cette fois, l'offre la plus intéressante est venue du Royaume-Uni. C'est plutôt le Royaume-Uni qui nous a approchés pour dire voilà, vous avez une usine en Écosse, votre vaccin inactivé nous intéresse, donc est-ce qu'on peut trouver un accord? Donc voilà comment ça s'est passé. Vous n'avez pas d'état d'âme à vous dire les doses vont d'abord partir aux Britanniques et puis la France n'est pas servie en premier, il n'y a pas...
À partir du moment, et c'est le cas pour tous les industriels, à partir du moment où il y a un État ou un organisme international qui prend tout le risque sur vous, forcément, vous avez des engagements contractuels vis-à-vis de ce pays ou cet organisme international. C'est tout à fait logique. Valneva est né en 2013 d'une fusion avec une autre entreprise qui possédait déjà une usine en Écosse. C'est là-bas que le vaccin sera fabriqué. Alors le Royaume-Uni y a financé une nouvelle unité de production. Je suis à Livingstone, dans le laboratoire de Valneva, une incroyable société de biotechnologie où il crée une centaine d'emplois très qualifiés. Au passage, un joli coup politique pour le Premier ministre brexiteur, Boris Johnson. Pourquoi cette aide n'est-elle pas venue de France ? Valneva a été traité comme tous les autres laboratoires. C'est-à-dire qu'on leur a fait une proposition de financement à hauteur de 80% de toute la prise en charge de leur site et la R&D. Et ils ont fait un choix différent, considérant qu'il était plus efficace de partir d'un site qui existait. Et par ailleurs, on a passé des précommandes auprès de Valneva. En l'occurrence, qui vous choisissent ou vous comprenez leur choix ? En fait, dans la mesure où leur vaccin arrivait assez tardivement, je dirais que le besoin qu'on en avait était moindre que sur des plateformes vaccinales comme le BioNTech qui arrivait dès début janvier 2021 ou Moderna qui arrivait aussi dans la foulée dès début 2021. Aujourd'hui, les doses, on en a besoin maintenant pour faire la vaccination en population générale. 4 autres vaccins français au moins sont en cours de développement, dont 2 à l'Institut Pasteur. Sont-ils tous déjà hors jeu ? Pas sûr. Des vaccins, il en faudra beaucoup. Pour l'heure, 3% seulement de la population mondiale a été vaccinée. Bruno Fortier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Crépy-en-Valois. C'est ici qu'a été recensé le premier confinement, il y a exactement un an. On va y revenir. Mais d'abord, peut-être une réaction à cette enquête. Que se passe-t-il au pays de Pasteur ? On est l'inventeur du vaccin et pourtant, on n'a pas mis au point ce fameux vaccin. Comment vous réagissez à ça ? Aujourd'hui, il nous faut des vaccins. On a 66 millions de personnes à vacciner. 4,5 millions de Français ont été vaccinés. 20 millions en Angleterre. Plus de 5 millions en Allemagne. Donc, il n'y a pas le choix. On ne va pas attendre maintenant un vaccin français. Il faut trouver des vaccins pour vacciner les Français. Vous-même, dans cette ville, vous êtes en attente de vaccins ? Nous sommes régulièrement en attente. Le problème, c'est l'adéquation entre les patients, les rendez-vous et les vaccins et les livraisons des vaccins. Alors, je le disais, c'est ici qu'a été recensée la première victime du Covid et vous êtes d'ailleurs vous-même le premier maire de France à avoir été contaminé. Voilà, première victime, ce pauvre professeur Dominique Varotto, qui habitait à quelques kilomètres d'ici et qui est le premier décès français. Et puis ensuite, eh bien, la roue ne s'est jamais arrêtée et on est maintenant avec ces trous dans le monde entier. Combien y a-t-il eu de victimes à déplorer dans votre commune ? Je ne dirai jamais ce nombre. D'accord. Voilà, je ne veux pas le dire. Pourquoi ? Ça n'a pas d'intérêt de savoir un nombre. On a eu beaucoup de victimes. Par pudeur, on a eu beaucoup de victimes, trop de victimes. Et voilà, je pense bien sûr à tous ces gens qui sont partis et surtout à leurs familles. Comment vous avez vécu cette époque ? Parce qu'on vous regardait un peu comme un village de pestiférés à l'époque quand même, non ? Alors oui, c'est le mot que j'ai employé tout au départ quand j'ai annoncé aux Crépinois que j'étais atteint de cette cochonnerie. Deuxième mot que j'ai employé et que j'emploierai toujours. Et les pestiférés, oui, on les a été pendant 8 à 15 jours. On est ici à 65 km de Paris. 3 à 4 000 personnes vont travailler tous les jours à Paris. Eh bien, dès cette annonce, les employeurs téléphonaient à leurs salariés en disant « Vous êtes de Crépy ou de l'Oise, ne venez pas travailler ». Et aujourd'hui, on est dans une autre étape, c'est celle de la vaccination. Comment vous faites aujourd'hui concrètement ici ? Vous devez par exemple recruter des infirmières ? Comment ça marche dans une ville comme la vôtre ? Alors, d'abord, il faut créer un centre de vaccination. Ça, c'est un mode d'emploi qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Il faut mettre en relation les doses de vaccins, le personnel et les patients. Il faut trouver un lieu, il faut trouver un mode d'emploi que nous n'avons pas. Vous êtes tout seul pour le faire ou l'État vous aide ? L'ARS est là pour les doses.
Mais pour mettre en place, personne ne nous aide. J'ai personnellement téléphoné à toutes les infirmières au départ pour leur demander de participer à ce centre de vaccination. Nous sommes aidés par un médecin qui s'appelle Christophe Pinilot, qui aujourd'hui est notre médecin coordinateur, qui lui s'est occupé des médecins. Mais personne, l'État n'a pas téléphoné aux médecins ni aux infirmières pour savoir comment ça allait être mis en place. Quand l'État dit « nous créons des centres de vaccination », non, non. Nous, les villes, on crée des centres de vaccination, les hôpitaux créent des centres de vaccination. Mais tout est à mettre en place. Donc on s'est débrouillé, la préfecture nous a aidés, l'ARS pour les doses, mais c'est un problème très difficile à mettre en place. Aujourd'hui, il est mis en place. Grâce à Dieu, ça fonctionne. On a encore beaucoup de problèmes de doses et d'adéquation avec les rendez-vous, mais ce centre de vaccination fonctionne pour Crépy et notre territoire. Sauf qu'il manque des doses et il manque ces fameux vaccins. Et là, personne ne comprend, évidemment. Et là, personne ne comprend. On a environ 5 à 6 semaines de recul sur l'ouverture de ce centre de vaccination. On a dû fermer 2 semaines et demie parce qu'on n'avait plus de doses. On a dû déprogrammer 300 rendez-vous. Pensez qu'au début de ce centre de vaccination, en 36 heures, nous avons eu 800 rendez-vous. Pour une ville de 15 000 habitants. Pour une ville de 15 000 habitants et un territoire, si vous voulez, concerné de 55 000. Et en fait, sur ce territoire de 55 000, il faut que nous vaccinions 5 500 personnes de plus de 75 ans. Vous, on a intitulé cette émission « La France dans la seringue ». Évidemment, tout le monde s'interroge sur la promesse, qui est presque un vœu du président de la République, qui consisterait à vacciner toute la population d'ici la fin de l'été. Vous y croyez ? Pas du tout. Si on continue à ce rythme-là, on en est encore pour 2 ans. Donc impossible. Vous avez parlé de seringues. Eh bien, les premières doses de vaccins qui étaient livrées avec les seringues, on nous demandait de faire 6 doses. Impossibilité. Je ne suis pas technicien. Moi, je me réfère aux infirmières tout simplement. Dans une aiguille où on mettait 0,5 millilitres, on ne pouvait faire que 5 doses. Il fallait des aiguilles de 0,3 millilitres. Eh bien, il a fallu commander des aiguilles de 0,3 millilitres. Pourquoi n'a-t-on pas vu ce problème avant ? Impréparation. Aujourd'hui, nous sommes au point. Les infirmières sont présentes, les médecins sont présents. Notre centre de vaccination fonctionne. On a dû mettre en place un standard téléphonique à la mairie. Doctolib est en marche, mais souvent Doctolib saute, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus aller sur Internet pour prendre des rendez-vous, et ça pose un problème. Comme ce matin, eh bien, Doctolib avait sauté et les gens ne pouvaient pas prendre de rendez-vous directement. Merci infiniment, monsieur le maire. Toute dernière question, vous connaissez le cabinet McKinsey ? Je connais le cabinet McKinsey, de nom. D'accord. Bah, écoutez, en tous les cas, nous, on s'est intéressé à ce cabinet américain dont on s'aperçoit qu'il est très présent dans notre politique aujourd'hui et en particulier à l'origine d'un certain nombre de décisions concernant notre politique sanitaire, à tort ou à raison. Je vous laisse juge. En tous les cas, c'est une enquête de Lilia Melconian, Julien Daguerre et Florian Lemoyle, avec Mathieu Boisseau et Léna Soudre à Londres, Jennifer Lubier aux États-Unis et Bruno Marouani. Sur les plages habituellement bondées de Miami Beach, des serviettes et des transats clairsemés. Ici, désormais, on bronze à distance. La Floride, c'est 30 000 morts du Covid. Pourtant, le masque n'est toujours pas porté par tous, malgré les recommandations officielles, placardées sur la plage, dans les rues, dans les transports en commun. Une signalisation décidée ici, dans les bureaux du département de Miami-Dade, sur instruction de cette haut fonctionnaire, Jennifer Moon. Là, c'est notre chambre des députés. C'est ici que le public passe. Alors, on a créé un sens de circulation pour entrer et sortir. Et il y a aussi du gel hydroalcoolique partout. Et tout le monde doit porter un masque. Des mesures aujourd'hui évidentes qui lui ont été préconisées en avril dernier par un cabinet de conseil réputé, McKinsey. À l'époque, les équipes de Jennifer Moon sont dépassées par l'épidémie. Alors elle signe un contrat avec la multinationale, contrat qu'elle a accepté de nous montrer
malgré les clauses de confidentialité très strictes imposées par McKinsey. On a reçu les prix et ils étaient très tendus. C'était très cher. Ils avaient comme un menu avec plusieurs options et ils nous ont recommandé une équipe de 7-8 personnes. On a choisi une équipe de 5 personnes. Ils nous ont proposé un tarif réduit en nous disant qu'ils étaient conscients que les gouvernements allaient avoir beaucoup de dépenses avec la pandémie. Avec la réduction Covid de 27%, le département de Miami-Dade paiera 142 000 $ par semaine. Pour ce montant-là, ils reçoivent des conseils quotidiens. Quelles mesures sanitaires adopter? Comment tester la population? Quel commerce réouvrir en premier? Très vite, Jennifer Moon s'aperçoit que ces mêmes documents confidentiels sont vendus par McKinsey à plusieurs autres États. Elle commence à s'interroger. La plupart de nos interlocuteurs étaient très jeunes, tout juste sortis de l'école. Ils étaient très bons en recherche et documentation. Tous les matins à 8 heures, on avait des réunions où ils nous donnaient les réponses à nos questions de la veille. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ces réunions nous prenaient beaucoup de temps, qu'on pouvait faire nos recherches nous-mêmes. Ça n'était plus efficace. Alors à ce moment-là, on a dit c'est bon, merci, on prend le relais. Au bout de 4 semaines de conseils, cher payés, Jennifer Moon reprend les choses en main. McKinsey, ce sont des clients aux 4 coins du monde, tous plus prestigieux les uns que les autres. Multinationales, banques, industriels, gouvernements, tous prêts à payer très cher pour obtenir les conseils d'un de leurs 14 000 consultants, basés dans 150 pays dans le monde. Ils sont très chers, mais ils se considèrent comme étant au-dessus non seulement des autres cabinets de consulting, mais aussi de toutes les entreprises. Ils ont une arrogance, mais en même temps, c'est justifié, ils sont les 5 étoiles de leur secteur. Un cabinet de conseil 5 étoiles que la France a choisi pour l'accompagner dans sa stratégie vaccinale. Selon leur clip promotionnel, ils proposent plusieurs services. Aide à la logistique, stratégie marketing, réduction de coûts. On a tout transformé en agile, ce qui permet d'avoir quelque chose d'itératif et surtout ce qui a permis aux clients d'avoir une feuille de route qui, au lieu de durer 3 ans, a été ramenée à 1 an. Quel que soit le domaine, McKinsey dit avoir les compétences, avec à chaque fois les mêmes méthodes. Ils arrivent avec des moules plutôt bien faits pour résoudre toute une série de problèmes. Vous voulez vous développer à l'international, voici une solution McKinsey. Vous voulez vendre de nouveaux produits, voici une solution McKinsey. Mais les solutions proposées au privé peuvent-elles s'appliquer au secteur public, notamment dans le domaine de la santé? Ces derniers mois, McKinsey a été au cœur de plusieurs polémiques, comme la crise des opioïdes aux États-Unis. Malgré cela, rien ne semble freiner son ascension. Est-ce grâce à son réseau colossal, jusqu'au cœur du pouvoir? Enquête sur cette entreprise aussi puissante que secrète. « 23 décembre dernier, avenue Duquesne à Paris. Au ministère de la Santé, une rencontre de la plus haute importance est organisée en visioconférence. Objectif, présenter la stratégie vaccinale de la France. Pilotée par Olivier Véran, la réunion s'adresse aux directeurs des agences régionales de santé et aux directeurs d'hôpitaux. Plusieurs membres du cabinet ministériel prennent la parole, ainsi qu'un homme que personne ne connaît, Maël de Calan, consultant chez McKinsey France. Révélé par le Canard enchaîné, la présence du cabinet de conseil américain surprend certains participants de la réunion. Selon plusieurs sources, le ministère de la Santé aurait fait appel à leurs services pour soulager ses équipes, épuisées par des mois de crise sanitaire. Appeler le géant américain en renfort pour aider à vacciner les Français,
À l'Assemblée nationale, les élus d'opposition crient au scandale. McKinsey n'aurait rien à faire là. Quand vous êtes un cabinet privé, vous importez les méthodes du privé. Voilà. Moi, je pense que le privé n'a rien à faire là-dedans. On n'a pas en interne suffisamment de compétences avec tout ce qu'on dépense. Ça prouve qu'il n'y a plus d'État ou alors qu'il n'est pas bien dirigé. J'ai vu les liens de proximité étroits entre ce cabinet et l'exécutif actuel. Jamais il n'y a eu une telle proximité, une telle intrication entre les uns et les autres. Face à la gronde, Olivier Véran est sommé de s'expliquer dans l'hémicycle. Monsieur le Premier ministre, on aimerait en savoir plus sur ce fameux cabinet privé McKinsey qui a joué un rôle central dans l'élaboration et peut-être le pilotage de la stratégie vaccinale. Comment pouvez-vous justifier ce recours accru à des cabinets privés dans la conduite des politiques publiques au service de l'intérêt général? Eh ben oui, on a du talent dans le privé, monsieur le député. On a du talent dans le secteur privé, on a du talent dans le secteur public. Quand on fait que du public, on dit vous ne faites pas appel au privé. Quand on fait appel au privé, on dit pourquoi le public ne fait pas. Et quand on fait appel aux deux, c'est où l'on fait appel trop à l'un, trop à l'autre. Moi, je ne sais plus, monsieur le député. Je peux vous dire, c'est qu'il y a des règles. Ces règles sont évidemment respectées, y compris les règles de transparence. La transparence, c'est précisément ce qu'exigent cette députée Les Républicains. Dominique Louwagie, présidente d'une mission d'information à l'Assemblée. Elle a eu accès aux contrats des commandes passées à McKinsey et à 6 autres cabinets de conseil privés lors de la pandémie. Première découverte, sur les 11 millions d'euros dépensés, c'est McKinsey qui en profite le plus. Ce qui peut nous surprendre, c'est le montant de ces commandes. Quand on a une commande à 3 millions 2 pour participer à la stratégie vaccinale, on est quand même sur des montants importants, avec un nombre de personnes mis à disposition du ministère relativement important. À cette commande de 3 239 700 € s'ajoutent 2 autres missions pour McKinsey. L'une facturée près de 170 000 € et l'autre plus de 600 000 €, soit un total de plus de 4 millions d'euros. Dans ce document, on découvre aussi les missions attribuées à McKinsey. Proposition de scénarios de stratégie logistique, comparaison avec les stratégies de vaccination mises en œuvre à l'étranger, ou encore appui à la conduite stratégique d'ensemble du projet. Il y a eu des commandes de l'État pour l'organisation des stocks de vaccins. Très sincèrement, ce sont des fonctions opérationnelles qui devraient appartenir à l'État, que l'État devrait se réserver. Si le ministère de la Santé n'est pas en capacité de gérer les stocks d'équipements quand même qui sont essentiels, cela me gêne. Cela me gêne également quand il y a une commande, par exemple, auquel d'ailleurs a répondu McKinsey, de proposer un agent qui fasse la relation, l'intermédiaire entre Santé publique France et le ministère. Voilà. À un moment donné, les cabinets de conseil ne doivent pas être des agences d'intérim à proposer des agents et des équivalents, je dirais, temps plein pour assurer des missions opérationnelles, finalement. Nous aurions aimé demander des précisions à McKinsey sur sa participation à la stratégie vaccinale de la France. Voici leur réponse. McKinsey ne commande pas ses missions pour ses clients. Pourquoi le ministère de la Santé s'appuie-t-il autant sur ce cabinet? Pour le comprendre, il faut remonter dans le temps. McKinsey, c'est une success story à l'américaine. Chicago, 1926. Un professeur de comptabilité fonde un cabinet de conseil. Surdoué en mathématiques, il estime que les chiffres ne doivent pas servir uniquement à dresser des bilans comptables, mais qu'ils peuvent aussi prédire l'avenir d'une entreprise. C'est le management stratégique et ça marche. McKinsey embauche non pas des consultants d'expérience, mais des jeunes recrutés directement dans les grandes universités comme Harvard, une première dans le secteur. Vous embauchez des gosses brillants, vous les formez en les faisant travailler, et ceux qui sont bons, qui font tourner le business, ils gravissent les échelons. Les autres,
on les dégage. C'est un modèle qui a bien fonctionné. Ça faisait rentrer sans cesse des nouveaux talents pour rafraîchir la boîte. En 1950, il est appelé par la Maison-Blanche pour revoir le management interne de ses équipes, trop désorganisé. McKinsey créera le fameux poste de Chief of Staff, le chef de cabinet. Dans les années 70, McKinsey est contacté par un groupement de supermarchés qui se plaint des temps d'attente en caisse. Les consultants ont une idée géniale, utiliser des codes barres. Une suggestion qui révolutionne la grande distribution. En 30 ans, McKinsey se développe. Il aurait atteint 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. Ces consultants proposent leur expertise aussi bien dans le numérique, les banques, l'aéronautique, la santé et l'industrie. Lorsqu'une usine fait appel au service d'un cabinet de conseil, c'est généralement pour faire des économies. C'est l'une des spécialités de McKinsey. Milieu des années 90, les salariés de Péchinet, fleurons de l'industrie chimique française, sont mobilisés. Leur PDG veut réduire les coûts de production de 20%. À l'époque déjà, François Ombril, ex-ingénieur de l'entreprise, était en première ligne de la lutte syndicale. C'est pas facile de trouver des documents dans lesquels le nom de McKinsey apparaît. Parce que McKinsey, c'est une société qui aime bien intervenir un peu dans la coulisse. Alors, je vais vous montrer, donc ça, c'est un document de la direction, vous voyez, du 12 janvier 1999, position économique de Lannemezan. LZ, c'est Lannemezan, c'est un site d'électrolyse dans les Pyrénées, qui a disparu, qui a été fermé depuis. Et donc, ils nous disent, voilà, une décision de lancer une recherche de pistes de réduction des coûts à partir d'avril 1998, avec l'aide méthodologique du cabinet McKinsey, où on ferme, où on réduit les coûts de 40 millions de francs. Pour ce faire, les consultants de McKinsey viennent rencontrer les ingénieurs dans les usines. Ils les observent travailler avec des bacs qui servent à mélanger des produits chimiques. Ils viennent vers nous, ils disent « Pourquoi 15 bacs ?» Donc on explique, on dit « Bah voilà, c'est simple, hein, on lit tel livre, on applique les équations, c'est la chimie, il faut 15 bacs. » Et ils disent « Non, finalement, nous on pense que 15 c'est trop, il faut en mettre 13. » Alors vous dites « Mais non, c'est pas possible en fait. » Mais la pression est tellement forte. Et puis en fait, on vous installe les 13 bacs, puis vous apercevez qu'il en manque 2. Vous ne faites pas la performance. Mais à ce moment-là, McKinsey, il est loin. Moi, je leur veux pas de mal, c'est pas le problème. Mais ils interviennent, ils plaquent des méthodes qui sont inadaptées, ils produisent du résultat instantané à court terme, et en fait, l'entreprise, une fois sur deux, elle s'en relèvera pas. Aujourd'hui, le groupe Péchinet n'existe plus. D'autres clients conseillés par McKinsey ont essuyé des revers. Parmi elles, l'entreprise de télécom AT&T. Les consultants lui avaient suggéré de ne pas investir dans la téléphonie mobile, jugeant que le secteur n'avait aucun avenir. En 2001, McKinsey est associé à la faillite du géant américain de l'énergie Enron, l'un de ses plus anciens clients. Devant ces échecs, McKinsey a toujours le même argument. Il ne fait que donner des conseils, libre au PDG de les suivre ou non. Mais une affaire récente vient de marquer un tournant. Un des cabinets de conseil les plus puissants au monde vient de signer un accord avec la justice pour le rôle qu'il a joué dans les ventes d'antidouleurs. Les procureurs affirment que McKinsey a travaillé avec les producteurs d'opioïdes et les a aidés à promouvoir leurs produits tout en sachant qu'ils étaient addictifs. En 2010, McKinsey est appelé à la rescousse par la firme pharmaceutique américaine Purdue. Les ventes de leur antidouleur dérivées de l'opium sont en chute libre. Les médecins le prescrivent de moins en moins, car plusieurs centaines d'Américains sont chaque jour victimes d'overdoses. Nous avons pu nous procurer les solutions proposées par le cabinet de conseil pour, écrivent-ils, turbocharge, traduisez, booster les ventes. Ils suggèrent d'amadouer les médecins ou encore de communiquer sur les bienfaits des opioïdes. Une fois Purdue rattrapé par la justice américaine, les consultants de McKinsey s'inquiètent.
Dans cet échange de mails, ils envisagent d'effacer tous les messages les reliant à Purdue. Je viens de voir dans le Financial Times que Judy est poursuivie par le procureur pour son rôle dans Purdue. Voyons ce qu'il faut faire d'autre que de supprimer tous les documents et les mails. Poursuivi par 53 procureurs américains, McKinsey vient de signer un accord historique avec la justice. Le cabinet a accepté de faire un chèque de 573 millions de dollars. La procureure du Massachusetts qui a mené cette enquête s'en félicite. Ce que cet accord exige de McKinsey, c'est de faire plus attention à leur éthique et de tirer les leçons de ce dossier. Face au tollé provoqué par ces révélations, le PDG de McKinsey sort de son silence. Il a été évincé il y a une semaine pour sa gestion de cette crise. Est-ce que c'était une erreur? Nous avons décidé de ne plus travailler dans les opioïdes. Dans ce contexte, nous voulons être du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire trouver une solution à la crise et non plus la créer. En France, McKinsey intervient également dans le domaine de la santé, en mission pour réorganiser certains de nos hôpitaux. En 2017, les hospices civils de Lyon font appel à leurs services pour revoir le fonctionnement de la pharmacie. Facture totale plus de 500 000 €. À Marseille, la PHM a aussi cassé sa tirelire. Près de 5 millions d'euros sur 4 ans pour un vaste chantier d'optimisation. Objectif d'économie, 246 millions d'euros à l'horizon 2025. Dernier client en date, le CHU de Nice en 2020. Il faut faire du rendement, de la productivité. Et beaucoup de ces cabinets de conseil, notamment dans le secteur de la santé, McKinsey, a une expérience, par exemple, dans l'industrie automobile. Voilà, Thomas London, qui est le responsable du secteur santé de McKinsey, est passé par Renault. Voyez, donc c'est l'idée que finalement, ces recettes tout-terrain élaborées et mises en œuvre dans l'industrie permettraient aux hôpitaux de réaliser des sauts d'efficience et de performance. Le travail des cabinets de conseil dans nos hôpitaux est-il réellement efficace? À cette question, la Cour des comptes a tenté de répondre dans un rapport en 2018. Les productions des consultants ne donnent que rarement des résultats à la hauteur des prestations attendues. En matière de conseil stratégique, la qualité des travaux est souvent faible. Les préconisations très générales et laconiques. De son côté, McKinsey assure que tous les hôpitaux français clients de leurs services sont satisfaits. Peut-être, mais à quel prix? Pour le savoir, il faut traverser la Manche. Ici, McKinsey opère depuis 2008. Dans la banlieue sud-est de Londres, ce médecin généraliste exerce depuis 27 ans. Dr Gill est en colère contre la réforme du système de santé britannique et contre le triste bilan anglais. 123 000 morts liés au Covid-19 dans son pays. Je ressens de la tristesse pour mes patients parce que ça les touche directement. Le médecin nous emmène voir l'hôpital de son quartier. Il a beaucoup changé depuis l'intervention de McKinsey. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'il reste de l'hôpital. C'est la partie historique, mais il n'y a plus de service d'urgence. Et là, c'est devenu des appartements privés pour retraités. Le service de maternité a été détruit. Ça arrive partout dans le pays. L'hôpital public se réduit progressivement et il y a de moins en moins de services accessibles pour les patients. Ça devient dangereux. Il faut aller de plus en plus loin pour des soins d'urgence. On augmente le risque de mourir sur la route. Sur les conseils de McKinsey, les hôpitaux britanniques ont confié au secteur privé de plus en plus de services, comme la radiologie ou encore l'informatique. Depuis, cette logique de sous-traitance ne s'est pas arrêtée, même dans la lutte contre l'épidémie et le dépistage du Covid-19. Sur ce parking, chacun effectue son test PCR soi-même, sans sortir de son véhicule. Ici, pas de soignants,
uniquement des agents de sécurité. Taux de réussite des tests 60% contre 90% dans les hôpitaux publics. Voilà l'exemple parfait de ce pourquoi les cabinets de consulting ont été embauchés. Développer des stratégies pour faire travailler des entreprises privées et maximiser les profits. Ce système de dépistage suit ce même principe. D'ailleurs, il est dirigé par une ancienne de chez McKinsey. Car en Grande-Bretagne, les structures de santé n'hésitent pas à embaucher des ex-salariés de McKinsey. Nous en avons dénombré au moins 18 à des postes importants. C'est sur ces anciens salariés que s'appuierait le cabinet de conseil pour s'implanter. Cette journaliste d'investigation a mis en lumière les liens étroits entre McKinsey et les pouvoirs publics. Il y a une quantité énorme d'invitations envoyées par des cabinets de consulting, dont McKinsey a des officiels qui travaillent pour le ministère de la Santé ou à des postes importants dans les hôpitaux. J'ai trouvé des emails où on constate la générosité de McKinsey. Ils ont offert un voyage à New York à un directeur d'hôpital qui, par ailleurs, a travaillé chez McKinsey pendant 18 ans. En fait, ils ont un réseau d'anciens qui travaillaient chez eux, qui travaillent désormais au ministère, dans les hôpitaux. Ils donnent l'impression d'être une élite et qu'ils décident entre eux de la réforme du système de santé britannique. J'ai longtemps travaillé sur les lobbies et c'est exactement comme ça qu'ils travaillent. Ils remplissent tout l'espace autour des décideurs et leur assènent ce qu'ils veulent entendre. En France, les bureaux de McKinsey sont sur les Champs-Élysées. Une adresse prestigieuse, non loin des lieux de pouvoir, comme l'Assemblée nationale ou l'Élysée. Il faut dire que certains de ces dirigeants connaissent très bien Emmanuel Macron. 2007, Nicolas Sarkozy demande à Jacques Attali de créer une commission pour lui proposer des réformes économiques. Il a accepté de revenir sur l'épisode. J'avais volontairement pris les patrons des grands cabinets de consulting français, qui étaient Accenture, McKinsey, Capgemini, dans ma commission, pour pouvoir avoir leurs compétences. Mais j'ai utilisé leurs compétences à côté de compétences publiques, qui ont d'ailleurs tous travaillé à ce moment-là bénévolement. Dans la salle, cet homme, Éric Labeyie. À l'époque, il dirigeait McKinsey France. Avec lui, quelques jeunes de son cabinet, parmi lesquels Karim Tadjeddine. Spécialiste de la finance, il a passé 4 ans au ministère de l'économie avant de rejoindre McKinsey. Emmanuel Macron est là aussi, comme rapporteur général adjoint. Rapidement, il impressionne les consultants de McKinsey, avec qui il garde contact. Tout le monde a noué des relations. Et c'est vrai qu'Emmanuel a sûrement, c'était l'occasion pour lui de rencontrer des tas de gens. C'était un incroyable saut pour beaucoup de jeunes qui ont pu rencontrer des gens de très haut niveau très vite. 8 ans plus tard, Emmanuel Macron annonce sa candidature à l'élection présidentielle. En coulisses, une dizaine de consultants de McKinsey se mettent à sa disposition, bénévolement. Dans ces échanges de mails révélés dans les Macron Leaks, on découvre des messages entre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron et Karim Tadjeddine, envoyés depuis sa boîte mail professionnelle. Quand Emmanuel Macron est en piste pour l'élection présidentielle, plusieurs associés, donc les partenaires qui sont au plus haut niveau dans le cabinet, mais aussi des consultants plus bas dans la hiérarchie, s'impliquent dans sa campagne, vont jusqu'à regarder des devis pour faire des sites internet, pour faire une plateforme de financement collaboratif pour sa campagne. Enfin, en tout cas, s'investissent dans sa campagne. C'est des gens dont il voit qu'ils ont à peu près le même logiciel de pensée, qui s'entendent bien, qui sont rapides, qui sont ambitieux, qui ont à peu près le même âge, qui ont de la sympathie les uns pour les autres et qui ont envie de fonctionner ensemble et qui gardent des liens. Je pense que c'est très prosaïque, en définitive. Nous avons sollicité McKinsey sur cette proximité avec le président de la République. Voici leur réponse. Conformément à nos règles internes, nous n'acceptons aucune mission pour des mouvements ou partis politiques.
nos collaborateurs sont libres de prendre part, à titre personnel, à des activités politiques et civiques. Ces liens sont-ils utiles au cabinet de conseil? Impossible de l'affirmer. Une chose est sûre, malgré les polémiques, il vient de signer un nouveau contrat avec Bercy. Objectif, trouver 200 millions d'euros d'économies dans 484 établissements publics. Philippe Aghion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste au Collège de France, vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, un ouvrage qui porte sur la capacité de nos sociétés à détruire des emplois, même si on sait aussi en créer d'autres. Quel regard vous portez sur ce cabinet américain qui vient à la rescousse de notre politique sanitaire, d'une certaine façon? Bon, je ne vais pas porter un jugement sur McKinsey. J'ai entendu un reportage très édifiant et j'ai appris plein de choses. Disons, le jugement à porter, c'est le fait qu'on appelle McKinsey à la rescousse pour nous aider à déterminer notre stratégie vaccinale. C'est-à-dire que ça montre vraiment le dysfonctionnement de l'État en France. Il y a un grand problème. On n'est pas capable en France d'organiser une stratégie vaccinale. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que le Covid est un révélateur. C'est un révélateur qu'il faut une réforme de l'État et c'est un révélateur qu'il va falloir refonder une politique d'innovation. Voilà. Donc si vous voulez, je vois surtout ça comme un révélateur. On s'est verbalisé en France, mais on ne s'est pas organisé de stratégie vaccinale. C'est vraiment, il faut comprendre comment. Et le CAP 22, qui était censé réformer l'État, est un échec. C'est quoi le CAP 22? Le CAP 22, c'était une tentative, c'était une commission mise en place pour réformer l'État en France. Et en fait, on a mis les technocrates en charge de réformer la technocratie. Je pense que c'était un échec, en fait, et qu'il faut complètement repenser la réforme de l'État en France. Alors, vous avez beaucoup étudié la désindustrialisation. On a vu dans notre première enquête que la France est également en échec dans la recherche vaccinale. Qu'est-ce qui est arrivé au pays de Pasteur pour qu'on en soit là aujourd'hui? Mais je crois qu'en fait, on paye très durement un sous-investissement dans la recherche fondamentale et l'innovation, et une mauvaise conception de l'innovation. En gros, si vous voulez, le grand problème en France, c'est que les politiques n'ont jamais été à l'université. La plupart ont fait les grandes écoles, les grands corps. Je n'ai rien contre les grandes écoles et les grands corps. Mais ils ne savent pas ce que c'est que l'université. Ils ne comprennent pas que l'innovation, ça commence dans l'université. Il n'y aurait pas eu la Silicon Valley sans Stanford. Il n'y aurait pas eu la route 128 sans Harvard MIT. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et donc, si vous voulez, eux, ils pensent que l'innovation, on s'entend avec quelques patrons du CAC 40, on leur tape dans le dos et on fait une politique d'innovation. C'est totalement faux. On ne fait pas d'innovation sans démarrer depuis la recherche fondamentale. Et vous voyez, par exemple, dans le domaine de la biotech, aux États-Unis, ils ont la National Science Foundation, ils ont la National Institute of Health. Ensuite, ils ont la BARDA, qui permet de passer de la recherche fondamentale au vaccin. La BARDA, c'est cette unité qui coordonne la recherche aux États-Unis, ce qui n'existe pas. Il n'y a rien de tel chez nous. Si demain, il devait y avoir un Covid 22 ou 23, comment pourrait-on s'organiser aujourd'hui pour que ça n'arrive pas dans quelques années, qu'on soit mieux armé? Je pense qu'il faut vraiment investir, il faut vraiment donner les moyens à la recherche, je pense, et puis créer l'équivalent d'une BARDA. Et moi, je pense d'une BARDA française mais européenne. Moi, je pense qu'il faudrait que ce soit une BARDA à plusieurs pays européens. Vous voyez, par exemple, la BARDA, le budget, c'était 12 milliards d'euros. Le total Banque européenne d'investissement en commission, c'était 4 milliards d'euros. Donc il n'y a pas de mystère. Et ils ont essayé plein de trucs. Il y a eu plein de labos qui n'ont pas réussi à trouver un vaccin. Mais ils leur ont dit, les risques, on les prend sur nous, la BARDA. Vous voyez? Et donc ça veut dire que ça doit être une Europe de projets, beaucoup plus. Avant, l'Europe, c'était un peu uniquement un empêcheur de tourner en rond. Maastricht, politique de concurrence, qui est tout à fait utile. Mais ce n'était pas une Europe de projets. Et je crois beaucoup dans quelques pays européens qui piloteraient des projets de ce genre. Alors vous êtes économiste et vous êtes au contact directement des décideurs, également du comité scientifique. Vous avez des discussions, en tous les cas, avec eux. Oui. Quel regard vous portez sur notre stratégie actuellement, qui est une stratégie un peu du stop and go? On a confiné, on fait des couvre-feux. Est-ce que c'est adéquate avec ce que vous avez envie de voir aujourd'hui d'un point de vue économique? D'abord, je dois vous dire que les épidémiologues auxquels je parle avec Fontanet, Delfrécy, etc., eux, ils sont sur la même ligne que nous, d'éviter à tout prix le stop and go, quoi. Donc, le stop and go, c'est l'idée que voilà, je confine quand ça va vraiment très mal, quand ça monte, et puis dès que ça va un peu mieux, je déconfine, je laisse les gens sur les pelouses sans masque, et je relâche. Pourquoi le stop and go, c'est mauvais? Parce que si vous êtes en stop and go, les entreprises,
elles naviguent à vue. Elles n'investissent plus dans le long terme. Elles ne créent pas des emplois de long terme. Elles n'investissent pas dans l'innovation. Elles accumulent du cash pour survivre la prochaine crise. Parce qu'elles ne savent jamais combien la période de go et la période de stop vont durer. Et donc, pour la croissance, c'est dramatique. Pour le futur, on n'a plus de vision à long terme. C'est pour ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que les pays qui ont fait ce qu'on appelle le zéro Covid, qui ont évité le stop and go, ils connaissent une croissance durable. Ils ont non seulement gagné sur le plan sanitaire, mais ils ont gagné sur le plan économique. Leur PIB de 21 va être bien au-dessus du PIB de 2019. Le nôtre va être en dessous. Monsieur Agon, qu'est-ce qu'on retiendra de tout ça? Écoutez, je pense qu'on retiendra de tout ça. Je pense que d'un mal peut sortir un bien. Ouais. Je pense que si on retient de tout ça que la France doit réformer le fonctionnement de l'État, si on retient et faire une vraie réforme de l'État digne de ce nom, si on retient de tout ça qu'il faut que la France mise vraiment sur l'innovation, avec une vraie politique qui démarre au niveau de l'université de la recherche fondamentale, sur tous les stades, si on retient de tout ça qu'il va falloir mettre en place un revenu jeune et vraiment soutenir les jeunes, et moi je suis pour un revenu à la danoise, où tous les jeunes... Avec un minimum garanti. Absolument. Au Danemark, les jeunes défavorisés, ils ont 800 € par mois, ils doivent travailler 10 heures par semaine, d'accord, et on leur trouve le travail. Et les jeunes étudiants, ils reçoivent aussi 800 €, mais ils doivent montrer qu'ils réussissent leurs examens. Moi, je suis pour instaurer, donc à chaque fois, il y a une condition, il y a quelque chose qui va avec. Je suis pour instaurer un système danois en France sur les jeunes. Ce serait une grande réforme, ça serait le en même temps d'Emmanuel Macron. Finalement, tout le monde attend. Moi, j'ai poussé pour la flat tax, parce que je pensais que ça soutenait l'innovation. Mais il faut le en même temps. Et le en même temps, ça doit être cette grande réforme du revenu jeune. J'espère qu'il la fera, parce que sinon, il va garder cette étiquette de président des riches. Et s'il veut s'enlever ce sparadrap du capitaine Haddock de président des riches, je pense que la bonne manière, c'est de faire ce revenu jeune. Merci infiniment, monsieur Aguillon, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Alors, on a beaucoup critiqué la stratégie vaccinale. L'idée était de prendre son temps, de convaincre les plus récalcitrants et aussi de débuter cette vaccination auprès des plus fragiles. Est-ce que cette stratégie était la bonne? On va tenter de répondre à cette question. Voici quelques éléments de réponse avec cette enquête signée Nathalie Sapena, Léa Merlier, Valérie Lucas, Soigny Thiebaud et Xavier Puyperrou. Ce vaccin, tout le monde le veut. L'arme anti-Covid pour en finir avec les confinements et les masques. Mais avant que le vaccin Pfizer n'arrive dans le bras des Français, c'est toute une expédition. Nous avons suivi le parcours de 4 flacons destinés au centre de vaccination de Beaune. Leur odyssée démarre ici, à Purs, en Belgique, dans l'énorme usine qui va fabriquer cette année 2 milliards de doses. Une logistique extrêmement lourde. Le vaccin Pfizer se transporte à moins 70 degrés, dans des caisses bardées de capteurs thermiques. Surtout ne pas les secouer. Le brin d'ARN est très sensible. La sécurité est une obsession. Les caisses sont géolocalisées. Les camions réfrigérés escortés à leur départ de l'usine. Et leur itinéraire est maintenu secret. 6 heures de route pour leur première étape, l'hôpital de Dijon. C'est la pharmacienne de l'hôpital qui a la responsabilité du vaccin et qui veille à sa répartition entre les 65 EHPAD et les 22 centres de vaccination de la Côte d'Or. Donc, vous avez les bons de préparation pour l'EHPAD de la PI de Beaune, ainsi que pour le centre de vaccination. C'est dans ce super frigo à moins 70 degrés que les 4 flacons destinés à Beaune sont conservés, parmi les quelques 700 flacons reçus cette semaine-là. C'est normal qu'on ait l'impression qu'ils sont un peu vides avec cette plaquette toute seule au milieu? C'est normal. Nous n'avons pas non plus pléthore de stock. Aucun stock. Tout est distribué à flux tendu, ce sont les consignes. Une fois décongelé, le flacon ne se conserve que 5 jours, entre 2 et 5 degrés. Il faut qu'on se dépêche pour que les flacons ne décongèlent pas et ne restent pas trop longtemps à température ambiante. Là, on est à 18 degrés, mais la décongélation commence. Tu peux m'appeler la deuxième caisse pour Beaune, s'il te plaît? En Pfizer. Direction le camion de livraison, avec les précautions exigées par la préfecture. Scellé,
Trajet confidentiel dans les sous-sols de l'hôpital, locaux sécurisés pour dissuader d'éventuels vandales anti-vaccins. C'est la dernière étape. La banale camionnette réfrigérée file vers l'hôpital local de Beaune, à 40 minutes de route. 4 flacons pour le centre de vaccination de la ville. La petite glacière est prête. C'est le pharmacien qui prend le volant. Il tient à se charger lui-même du transport de sa précieuse cargaison. Ça représente la vaccination de la population et on a un devoir effectivement de faire en sorte que tout ce qu'on reçoit soit effectivement utilisé pour la vaccination et sans perte. Quelques minutes plus tard, les 4 flacons arrivent enfin à bon port. À 6 doses par flacon, 24 personnes seront vaccinées cet après-midi-là. Aboutissement de ce long voyage, Ça va, madame? une piqûre de quelques secondes. Injecte doucement. Donc là, on va essayer de mettre ça en place la 2e semaine de mars, d'essayer de les faire vacciner là-bas. Oui, sur place. Si on peut, mais si on a les doses. La maigreur des livraisons, c'est bien ce qui désole le maire de Beaune et les organisateurs du centre, qui depuis l'ouverture ont reçu 3 fois moins de doses que prévu. On a aujourd'hui la possibilité de vacciner 9000 personnes qui pourraient être prioritaires. Et aujourd'hui, on est à 1288. Donc on a pris beaucoup de retard et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse bien évidemment accélérer un peu. On entend le discours national en disant qu'on accélère, j'aimerais qu'on accélère sur le plan local. Est-ce que vous comprenez quelque chose à la stratégie du gouvernement en matière de vaccination? Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est face à un scandale d'État. C'est le bazar. Quel est véritablement le stock de doses? Où sont ces doses? Alors que l'épidémie progresse, que les variants gagnent du terrain, les Français trépignent. Il n'y avait pas de rendez-vous. Je venais prendre rendez-vous. Et c'est un peu la pagaille. On a eu beaucoup de difficultés pour obtenir un rendez-vous. Les centres d'appel sont débordés, les rendez-vous annulés ou reportés. Ils aimeraient savoir quand, mais ça, voilà, pour l'instant, c'est la date qu'on ne peut pas leur donner. On a énormément de demandes et trop peu de vaccins. Pendant que la Grande-Bretagne et Israël vaccinent à tour de bras, la France a démarré lentement. Simple lourdeur logistique ou erreur de pilotage? Les pénuries de doses expliquent-elles tout? Sous la pression, la France accélère. Nous allons continuer cette stratégie et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé en France à tous les Français adultes qui le souhaitent un vaccin. Le président peut-il tenir sa promesse? Comment allez-vous, madame, aujourd'hui? Au tout début, il y avait Morissette, 78 ans. Allez, on y va. Vous êtes prête? Allez-y. Est-ce que c'est vu? Bah oui, vous avez raison. Vous êtes la première à être vaccinée en France. C'est le top départ de la campagne. Nous sommes le 27 décembre et le ministre de la Santé applique sa stratégie. Vacciner les EHPAD en priorité. Très vite, la France est caricaturée sur les réseaux sociaux. Comme le résume cette carte humoristique, qui compare au bout d'une semaine le bilan français, Morissette, aux autres pays, près de 240 000 premières doses en Allemagne. Un bilan à peine exagéré. Ce jour-là, la France affiche 441 injections. Ça prend un peu plus de temps au démarrage. Ce délai, je l'assume, il est même revendiqué. C'est le temps de l'explication, le temps de la pédagogie. Nous recueillons le consentement des personnes avant qu'elles soient vaccinées. Cette stratégie de la lenteur, le ministère de la Santé l'a détaillée dans un document interne auquel a eu accès le président de la Fédération hospitalière de France. Il a participé aux réunions de préparation de la campagne. Dans ce PowerPoint datant du 23 décembre, il y a même un comparatif avec les objectifs de l'Allemagne et du Royaume-Uni. En avril, en Angleterre, 30 millions. Et à l'été, près de 40 millions pour l'Allemagne. Et la France,
10,8 millions en avril. Ceux qui ont rédigé ces PowerPoint n'ont pas perçu qu'une campagne, je vais dire, tout à fait sécurisée, tranquille, lente, ordonnée. Ils n'ont pas imaginé que ça puisse poser problème au regard de la vitesse avec laquelle les pays voisins, eux, vaccinaient. Or, je pense que pour les acteurs économiques, pour tout le monde, il y a quand même une urgence vaccinale, mais qui visiblement ne les a pas effleurés. Ceux qui ont fait ça, ils sont un peu dans leur bulle. Pendant que la France distribue ses doses au compte-gouttes, les Allemands ont déployé des centaines de centres de vaccination géants dans tout le pays. Précisément ce dont ne veut pas Olivier Véran. Les Allemands ont fait un choix, ils ont mis en place des grands vaccinodromes. On avait essayé en 2011 en France, ça n'avait pas marché. Et nous avons fait en France un autre choix que je revendique, qui est de nous appuyer sur les médecins, sur les professionnels de santé. Des vaccinodromes, comme ceux qui étaient restés vides lors de la désastreuse campagne contre la grippe H1N1 en 2009. La ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot, avait été violemment brocardée pour avoir ouvert ces centres, accusée d'avoir gaspillé les fonds publics. Donc une vaccination totalement indolore. Je pense que l'échec de la campagne vaccinale contre la grippe H1N1 en 2009 a pesé très lourd dans cette appréciation. Rappelez-vous, à l'époque, on a commandé 94 millions de doses de vaccins et au total, on a vacciné 7% de Français. Et donc, cette surréaction de 2009-2010 a beaucoup marqué le monde politique. Je pense que le ministre avait ça en tête. Selon l'ancien directeur général de la Santé, Olivier Véran redouterait également les réactions des Français, qui, dans les sondages de décembre, se disent hostiles à la vaccination. Les Français n'étaient pas opposés au vaccin, ils étaient attentistes. Et cet attentisme était justifié compte tenu des peu d'informations qu'on avait à l'époque. Ceci a été interprété comme une opposition vaccinale. Et donc, la stratégie vaccinale française, elle a mis au premier plan cette soi-disant opposition vaccinale. Et donc, il fallait y aller doucement, voilà, pas brusquer les choses, etc. Sauf que, fin décembre, les données qui nous manquaient en octobre et novembre, on les avait. L'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna est tout simplement exceptionnelle. Et à ce moment-là, cet attentisme vaccinal s'est évanoui. Quelques jours plus tard, lors de ses vœux, le président annonce un changement de braquet. Je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner. Son ministre doit rectifier le tir. Il y aura donc 100 centres cette semaine en plus que les hôpitaux. La semaine prochaine, ce seront 300 centres développés. Et d'ici la fin du mois de janvier, il y aura 500 à 600 centres qui seront ouverts, accessibles pour la ville. Rassurez-vous par rapport à cela, c'est-à-dire que la situation, le rythme de croisière de la vaccination en France va rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours. En élargissant ainsi dès janvier la vaccination aux plus de 75 ans et aux soignants, le ministre vient de multiplier par 10 le nombre de Français prioritaires. Des centaines de centres se montent en quelques jours. Mais le coup d'accélérateur ne fait qu'accentuer la frustration, car sur le terrain, les livraisons de doses ne suivent pas. La situation est sous contrôle, assure pourtant le monsieur vaccin du gouvernement. Il faut faire avec le nombre de doses disponibles. Il y a 8 millions de personnes à peu près qui doivent recevoir 2 doses, ça fait 16 millions de doses. Elles ne peuvent pas être toutes administrées, ni en janvier, ni en février. Il faut échelonner sur janvier, février, mars, et encore un petit peu en avril pour des secondes doses. Forcément, ce programme de vaccination est étalé sur un certain nombre de semaines. Mais dans les médias, les déclarations contradictoires des uns et des autres ajoutent au sentiment de confusion. C'est si la totalité. Et que nous sommes en mesure de vacciner 9 millions à la fin du mois de mars,
43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet, et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août. Je ne partage pas cette phrase-là. Je pense que nous n'aurons pas vacciné l'ensemble des Français pour l'été. Je ne peux pas être plus clair que ça. Le ministre contesté par le président du Conseil scientifique. C'est l'autre point faible de la stratégie française, le millefeuille administratif, un empilement d'instances qui, selon le sénateur Bernard Jomier, a freiné la prise de décision. Donc Santé publique France, qui est l'Agence nationale de santé publique, la Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, le Haut Conseil de la santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, et puis le Conseil scientifique qui a été créé par le chef de l'État, le Comité Analyse, Recherche et Expertise, le CARE, le Comité scientifique sur les vaccins Covid-19, et puis dernièrement, le Conseil scientifique sur la stratégie vaccinale qui est présidé par Alain Fischer. Voilà. Et le petit dernier, le Comité citoyen pour le vaccin. Ça fait beaucoup. La multiplication de ces comités venant se superposer aux agences a créé une forme de désordre dans le pilotage de la crise qu'on analyse et qui est à l'origine très certainement de beaucoup de pertes de temps et de beaucoup d'hésitations. Le vrai pilote de la stratégie vaccinale, c'est le chef de l'État. Pour affronter cette crise sanitaire sans précédent, il s'appuie sur un conseil de défense qu'il réunit parfois plusieurs fois par semaine à l'Élysée, où toutes les discussions sont secret défense. Qui, parmi les Français, peut comprendre que ce soit un conseil de défense et de sécurité nationale qui pilote la lutte contre une épidémie? Ça dit quelque chose. Ça dit qu'on est dans une gestion qui est très verticale, qui est très centralisée, que les décisions sont prises en secret. Or, une épidémie, ça n'est pas une guerre. Quand on fait une guerre, effectivement, on gouverne en secret parce qu'il ne faut pas que l'ennemi sache. Une épidémie, ça frappe toute une société. Et donc, c'est toute cette société qu'il faut mobiliser. Et on ne mobilise pas par le secret. Et sur la question vaccinale, globalement, au début, c'est la même chose qui a été faite. Nous, l'État central, on sait tout, on décide de tout, et laissez-nous faire. C'est une erreur. Dans cette campagne vaccinale, il y a aussi ceux qui aimeraient être logés à la même enseigne que les résidents des EHPAD, dont 80% ont désormais reçu au moins une dose. À l'EHPAD du Prévalon de Saint-Brieuc, on en est même à la 2e. Alors, Madame Le Gallet. Bonjour, Madame Le Gallet. Voilà, bonjour, Elisabeth. Ça va? Oui, ça va. On est prête pour faire la vaccination, le rappel? Tout à fait, oui. Non, c'est très serré. C'est très serré, oui. Sur les 56 résidents, 54 seront complètement vaccinés à la fin de la journée. Un soulagement, car le virus a fait ici plusieurs morts l'an dernier. Vous voulez pas? Non. Ah bon? Bah pourtant... Ah, bah mince alors. Je suis contente d'être vaccinée. Ça va être une sécurité pour moi. Ça va plus facile. Je n'aurai pas ça dans la tête tout le temps à me dire je vais l'attraper. Et finalement, je serai plus tranquille. Donc j'espère continuer un petit peu. Encore faire un petit peu de temps. Donc on désinfecte. Un temps précieux quand on a 97 ans et des arrière-petits-enfants à voir grandir. Voilà, ça va, Mme Le Gallet? À l'autre bout de la France, au Club des Noé, on a les mêmes espoirs, mais le sentiment d'être un peu oublié. Comme tous les vendredis, les résidents attendent monsieur le curé et ses blagues avec impatience. J'ai pu venir parce que j'ai tout préparé avant l'enterrement que j'ai après. Ah, bon, d'accord. Alors là, je viens de Saint-Urbain, laissez-moi vous dire que ça glisse. Hein. C'est bien d'être arrivé jusqu'ici, c'est bien. La moyenne d'âge de ces ouailles est de 91 ans. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. À première vue, on pourrait se croire dans un EHPAD. Mais le Club des Noé est une résidence-service qui héberge des gens parfois très âgés. Il y a ici 2 centenaires, mais moins dépendants que dans un EHPAD. Et ça change tout pour la vaccination. À l'heure actuelle, j'ai 75% de mes résidents qui sont éligibles à la vaccination et qui n'attendent plus que les vaccins pour pouvoir se faire vacciner sur place.
Et combien de personnes vaccinées? 0. 0 vaccinés, car ces résidences ne font pas partie des ultra-prioritaires. Malgré l'habitat collectif, malgré le grand âge, la seule solution qu'on leur propose, c'est le centre de vaccination, et c'est loin d'être évident. 12, 13, 14, 24, 25, 26. C'est compliqué lorsque vous avez 90 ans, que vous avez des déambulateurs, que vous ne conduisez pas, que vous n'avez pas forcément de la famille qui peut vous emmener. Ça fait 11 mois que l'on vous dit de ne pas vous mettre dans la foule. Là, on vous dit déplacez-vous à 90 ans, allez vous faire vacciner. Mais il n'est pas logique qu'une même classe d'âge ayant les mêmes pathologies puisse être vaccinée à partir de janvier et une autre à partir de fin mars, avril ou je ne sais quand. Une situation incompréhensible pour Rosemarie Poron, qui s'est installée ici parce qu'elle est en train de perdre la vue. À 88 ans, elle ne peut pas sortir dans la rue sans guide. Sur son téléphone, elle a enregistré le numéro du centre de vaccination. Oui, bonjour monsieur. Je suis tenue de me faire vacciner, paraît-il, parce que j'ai bien plus que 75 ans. Donc je voudrais avoir un rendez-vous auprès de vous. Alors pour l'instant, on n'a pas de rendez-vous d'ouvert. Ah. Pour l'instant, l'ARS nous demande d'attendre. C'est l'ARS qui gère. Bon. Nous, après, on attend les directives. Pour l'instant, voilà, on en est là. C'est bloqué. Très bien, je vous remercie, monsieur. Voilà. C'est indispensable d'être vacciné. Parce qu'on voit les dégâts que ça fait. Quand il y a ce virus qui se met dans une résidence, on a une dizaine de morts rapidement. Hein. Dernière question de Romain. Vous habitez à Rennes. À quand le début des vaccinations pour les résidences seniors dites non médicalisées? Ils font aussi partie de nos priorités. Et donc, nous avons commencé, évidemment, à les vacciner. C'est avec des modalités qui sont différentes. Il n'y a pas un flux de vaccination spécifique. Mais évidemment, toutes les personnes âgées, toutes les personnes qui sont à risque doivent pouvoir bénéficier du vaccin. Alors, il y a des équipes mobiles qui vont dans les résidences autonomie. Parfois, ce sont les personnes qui peuvent aller se déplacer en centre ou chez leur médecin. Donc, tout cela est déployé territoire par territoire. À Troyes, au bout de 2 mois, les efforts du directeur ont fini par payer. Rosemarie Poron et les autres résidents pourront se faire vacciner la semaine prochaine dans l'établissement. À ce jour, plus de 4 500 000 Français ont reçu au moins une dose, soit 4,5% de la population adulte. André Comte-Sponville, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'être venu jusqu'à nous dans les fauteuils rouges de complément d'enquête. Vous êtes philosophe, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont le Dictionnaire amoureux de Montaigne chez Plomb. Alors votre parole est rare, souvent iconoclaste. On est ici dans l'Oise où a débuté l'épidémie il y a exactement 1 an. Épidémie que vous avez toujours tenté de relativiser. Pourquoi ? C'est parce que le réel est relatif toujours et que j'étais confronté à une espèce d'affolement médiatique, d'abord, politique ensuite, populaire en général. Les gens autour de moi ne me parlaient que de cauchemars, de tragédies, de peur au ventre. J'ai même vu un journaliste, je vous jure que c'est vrai, me demander si c'était la fin du monde. Or, cette pandémie, on l'a su assez tôt, était relativement peu létale, comme on dit. Ouais. Le taux de létalité était autour de 1%. On sait aujourd'hui que c'est plutôt, d'après l'Institut Pasteur, 0,5%. Vous imaginez ? Une maladie où vous avez 99,5% de chances d'en réchapper et on vous demande si c'est la fin du monde. Et donc oui, il fallait relativiser. Et pour relativiser, j'ai rappelé certaines choses. Ouais. Par exemple que la peste noire en Europe au XIVe siècle a tué la moitié de la population européenne. La moitié de la population, vous imaginez ? Oui, mais on ne peut évidemment pas se comparer à une telle époque. Ça veut dire quoi de notre époque aujourd'hui ? On n'accepte pas le risque ? On n'accepte pas la mort. Et on accepte de moins en moins le risque. Parce que la moitié de la population européenne au XIVe siècle, il y a en gros 1 Français sur 1000 qui est mort de la Covid-19 en 2020. Vous voyez ? Et pas 500 sur 1000 comme 14e, mais même la grippe espagnole, 1918-1919, a fait 50 millions de morts dans le monde. Aujourd'hui, la Covid a fait 2,5 millions de morts. C'est pas du tout la même chose. Et donc, pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi on ne relativise pas ? Il faut toujours relativiser. Et j'ai été agacé par les journalistes, vos confrères, notamment sur les chaînes de télévision, qui énonçaient tous les soirs les chiffres de mortalité. Mais on apprend dans les écoles de journalistes qu'un chiffre en lui-même, ça ne veut rien dire. Ouais. Il faut le mettre en perspective, en le comparant
comparant à d'autres chiffres. Et donc je me suis demandé un moment, mais il y a combien de gens qui meurent en France chaque année? Aucun journaliste ne l'avait dit depuis des semaines. Il y en a plus de 600 000. Ça met quand même, ça relativise les 64 000 morts pendant l'année 2020 de la Covid-19 ou les 86 000 morts aujourd'hui. J'ai choqué au moment du premier confinement en osant parler d'économie. J'ai dit attention, ça va coûter extrêmement cher. Les scandales, mais on a même parler d'argent à propos de la santé. Et on a même entendu des hommes politiques quelque part vous rejoindre. Épouser vos arguments. Tout le monde reconnaît, y compris les médecins, que les données économiques font partie évidemment du problème et même qu'à la limite, l'économie est encore plus importante que la médecine pour deux raisons. La première raison, c'est que la misère crée très vite d'énormes problèmes sanitaires. On meurt plus vite de faim que de maladie. La deuxième raison, c'est que la médecine coûte très cher et qu'il faut la financer. C'est pas en ruinant le pays qu'on va sauver nos hôpitaux. Comment expliquez-vous que nous soyons à ce point suspendus à la parole des experts? Des experts qui ont dit, pardon, mais un peu tout et son contraire. Ils ont établi des courbes, elles ne se sont pas toujours vérifiées. Et pourtant, on est resté comme suspendus à leurs propos, comme si c'était le guide suprême. Oui, c'est moins vrai aujourd'hui et je m'en félicite parce que c'est vrai qu'au moment du premier confinement, au début de la pandémie, quand on voyait 15 médecins tous les soirs au journal de 20 heures, on avait le sentiment que les politiques n'avaient plus aucune marge de manœuvre, plus aucune autonomie. Et c'est ce qui m'a inquiété, évidemment, parce qu'au fond, à un moment, je me suis demandé, mais finalement, qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place de Macron ? Et ce qui m'a le plus effrayé, c'est que je me suis dit, finalement, j'aurais fait la même chose, le confinement. Pas du tout parce que je pensais que c'était la meilleure solution, je n'en savais rien. Mais parce qu'il y avait une telle pression du corps médical relayée par tous les médias en permanence qu'il n'avait plus aucune autonomie. Et ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Je me félicite de voir qu'aujourd'hui, et Macron et son gouvernement ont repris une part d'autonomie vis-à-vis des experts, vis-à-vis du corps médical. C'est normal. Dans une démocratie, ce n'est pas les experts qui gouvernent, c'est le peuple qui est souverain et ce sont ces élus qui gouvernent. Est-ce qu'on a fait de la santé la valeur suprême de notre vie, finalement, aujourd'hui? Oui, c'est ce que j'appelle le panmédicalisme. Faire de la santé la valeur suprême, ce qui est une double erreur. D'abord, la santé, pour moi, n'est pas une valeur, c'est ce que j'appelle un bien. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable ou enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui est estimable ou admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi ou en meilleure santé que moi. Mais si je l'admire pour cela, je suis un imbécile. Je peux admirer quelqu'un parce qu'il est plus courageux que moi, plus juste, plus généreux, plus aimant que moi. Et donc la santé n'est pas une valeur, c'est un bien. Alors, on préfère bien sûr être en bonne santé qu'être malade, mais si on prétend fonder notre civilisation sur le culte de la santé, on se raconte des histoires. Ne pas tomber malade, ce n'est pas un but suffisant dans l'existence. Mais surtout, comme ce sont les vieux, j'en fais partie, qui tombent le plus souvent malades, et pas seulement de la Covid-19. Si on fait de la santé la valeur suprême, ce sont les vieux qui deviennent la priorité. Quand Macron a dit la priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles, donc les plus vieux, soit en période de crise sanitaire aiguë. Mais sur la durée, que penseriez-vous d'un pays dont la priorité des priorités serait le sort de ses octogénaires? Je dis, une seconde, je dis ma priorité des priorités, ce sont les jeunes en général et les enfants en particulier. Et ce qui m'a effrayé au moment du confinement et ce qui m'inquiète encore aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment qu'on est en train de sacrifier 2 générations de jeunes. Les enfants, les ados d'un côté, les enfants masqués 8 heures par jour à 6 ans, vous imaginez, travailler, apprendre à lire, à écrire avec un masque devant un professeur masqué. Et puis deuxièmement, les jeunes adultes, ceux qui ont 20, 30 ans, 40 ans, on est en train de sacrifier 2 générations de jeunes à la santé de leurs parents et de leurs grands-parents. Ça ne me paraît ni juste ni normal. On est guidé par cette peur. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra tout faire pour que les jeunes générations puissent avoir un peu plus d'avantages, finalement, qu'on les aide bien plus qu'on ne l'aurait fait sans cette Covid, parce qu'ils sont en train oui, de la payer priorité des priorités, ce sont les jeunes, parce que les vieux ne sont pas tellement à plaindre. Le démographe Hervé Lebrun a écrit un article dans Le Monde où il dit 2 choses. 1, la surmortalité en 2020 est de 7,3%, ce qui est très loin d'être négligeable. C'est une mauvaise année. Sauf que si on calcule l'espérance de vie, nous n'avons perdu que 6 mois et demi d'espérance de vie. Or, les gens de ma génération
ont gagné 20 ans d'espérance de vie depuis 1946. Donc les baby-boomers, dont je fais partie, vous voyez, on a gagné 20 ans d'espérance de vie, on perd 6 mois et demi, c'est pas la catastrophe. Ceux qui n'ont pas de chance, ce sont les jeunes, en effet. C'est pas de chance d'avoir 20 ans en 2020, disait Macron. Là-dessus, il a raison. Et donc voilà, occupons-nous de la pandémie, il faut respecter les gestes barrières, vaccinons-nous dès que c'est possible, ça va de soi. Mais préoccupons-nous davantage des jeunes que de la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Alors, si vous aviez quand même un conseil à donner au président de la République, quel serait-il ? Garder l'autonomie dont il fait preuve depuis quelques semaines. Et je lui dirais, parce que ça fait partie des qualités d'un homme d'État, bon courage, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on retiendra de tout cela, pour terminer, Monsieur Comte-Sponville ? Je pense qu'on en retiendra au fond pas grand-chose, de même qu'on avait oublié la grippe de Hong Kong dans les années 60, la grippe asiatique dans les années 50. Simplement, on s'interrogera sur cette espèce d'affolement planétaire, parce que le pire, c'est que c'est planétaire. La Banque mondiale vient d'annoncer qu'il y avait 150 millions d'êtres humains qui allaient redescendre en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Le seuil d'extrême pauvreté, c'est que la question de la vie et de la mort se pose tous les jours. Or, c'est la première fois depuis 30 ans que la pauvreté progresse. Ça faisait 30 ans que la pauvreté reculait chaque année, au point qu'on espérait l'éradiquer, l'extrême pauvreté, dans les années 30. 150 millions de gens sont redescendus à cause de la Covid et des différents confinements en dessous du seuil de l'extrême pauvreté. Rappelons qu'à côté, il y a 2,5 millions de morts seulement. Et donc là encore, arrêtons de nous polariser sur la Covid. Il faut avoir toujours l'échelle des valeurs en tête. Oui, bien sûr. Et c'est aussi la peur de la mort. Oui, mais dont il est de question. la mort de qui et quelle mort? Ils meurent tous les ans. 9 millions d'hommes et de femmes meurent de faim chaque année. 9 millions, dont 3 millions d'enfants. Tout le monde s'en fout. Et là, il y a 2,5 millions, c'est-à-dire beaucoup moins, qui meurent de la Covid, mais qui en plus sont des gens de mon âge ou plus vieux. La moyenne d'âge des morts de la Covid-19, c'est 81 ans. Alors, c'est triste de mourir à tous les âges, mais reconnaissons, et là encore j'ai choqué en le disant, reconnaissons que, bien sûr, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ça va de soi, mais toutes les morts ne se valent pas. Il est quand même plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir à 69 ans, c'est mon âge, ou à 81 ans, c'est l'âge moyen des décès liés à la Covid-19. Et quand on ne peut plus dire ça sans se faire insulter, parce que j'ai reçu des dizaines de mails de félicitations, mais quelques mails d'injures quand j'ai dit ça, ça veut dire que règne ce que j'appelle le sanitairement correct, par analogie avec le politiquement correct, des choses dont tout le monde sait qu'elles sont vraies, mais qu'on n'a plus le droit de dire publiquement. Là encore, c'est un mauvais symptôme pour notre démocratie. Merci infiniment, André Comte-Sponville, de nous avoir aidés à réfléchir et à continuer de réfléchir. Merci à vous. C'est la fin de ce complément d'enquête, mais vous pouvez nous retrouver en replay grâce à l'application France.tv ou à celle de France Info en choisissant la rubrique Magazine. Merci à Hugo Plagnard, Clément Castex et Samuel Humez à la rédaction en chef de cette émission. Caroline Durand m'a aidé à concevoir et préparer ces entretiens. Et c'est Anthony Forestier qui a réalisé ce numéro ce soir. On vous retrouve pour un nouvel inédit la semaine prochaine. Bonsoir.